Donc, M. Danjunu va nous faire un bref état des lieux des TIC dans l'espace francophone, principalement dans les pays du Sud. Et après, je vous parlerai de la stratégie de la francophonie numérique, qui est un projet qui est en cours actuellement, qui a été soumis aux États et qui doit être resoumis à nouveau et adopté au cours du sommet des chefs d'État de la francophonie à Kinshasa en octobre 2012. Donc sans plus tarder, je donne la parole à M. Pierre Danjunu. Merci bien Pierre et bonjour à tous. Donc en fait, je devrais en 5 minutes à peu près, on vise, je dirais, d'introduction, présenter un peu ce que nous voyons comme disons, grande tendance dans le domaine du numérique. Je vais dire que c'est assez intéressant lorsque Pierre rappelle Rio, certains qui y étaient, c'est un peu comme des anciens combattants en fait, qui étaient 20 ans. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau du PNUD, enfin des Nations Unies, c'est d'avoir perçu très vite ce que l'on pouvait faire donc avec l'information, avec les réseaux, le réseautage, pour la promotion du développement durable, et que ça avait permis de mettre en place un programme, lequel programme a eu un certain nombre d'impacts dans les pays, et surtout dans les pays en développement, où donc les gens ont pu se rassembler autour d'un certain nombre de programmes liés à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable. Donc c'est intéressant et on peut estimer que Rio plus 20, que l'on puisse profiter encore de ces avantages que l'on a au niveau des nouvelles technologies pour encore imaginer des plateformes qui puissent promouvoir le développement durable. Étant entendu que les TIC elles-mêmes aussi sont quand même, il n'y a pas que du bon, hein, il y a aussi des effets pervers. Et j'imagine qu'on va en parler de toute l'informatique verte et aussi des menaces que considèrent les TIC pour l'environnement. Donc ce que j'essaie de faire ici, c'est juste rendre compte d'un petit travail qu'on a aussi fait avec l'OIF, où nous avons essayé de réfléchir sur les grandes tendances. Alors nous avons ciblé 10 grandes tendances que nous estimons marque ce secteur des nouvelles technologies, mais aussi des tendances qui vont au-delà, puisque avec le numérique, nous rentrons aujourd'hui dans un espace qui, tout en étant, disons, totalement virtuel, joue beaucoup sur la réalité. L'une des premières tendances que nous avons retenues, c'est déjà la mobilité. Disons que 20 ans en arrière, nous n'avions pas cette sorte de mobilité liée, n'est-ce pas, aussi bien aux infrastructures de l'Internet qu'à la multiplication, l'individualisation et par exemple la personnalisation des terminaux, n'est-ce pas, d'accès. Donc nous parlons beaucoup plus aujourd'hui de téléphones intelligents, de smartphones, de tablettes. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que nous avons aujourd'hui environ 2 milliards, n'est-ce pas, d'utilisateurs, de gens qui ont accès vraiment à l'Internet, qui l'utilisent, mais nous en avons 5 milliards qui ont accès au mobile, au téléphone mobile. C'est une réalité qui est là. Et la génération dite du numérique va accéder à l'Internet, non pas par les PC, non pas par les ordinateurs, mais ça va être davantage par les téléphones intelligents et tout ça. Donc c'est très important quand même comme facteur à noter. Et cette mobilité-là, ça veut dire que les gens pourront accéder, n'est-ce pas, de n'importe où. Je crois qu'il faut en tenir compte. Deuxième sorte de tendance, c'est un peu ce qu'on appelle l'Internet des objets. La façon dont nous avons aujourd'hui de traiter l'information, de traiter les données, et surtout d'impliquer les objets. Parce que avec l'adressage IP, avec l'IPv6, nous avons toute la capacité possible, n'est-ce pas, pour traiter les données, donner une adresse IP ou des adresses IP à chaque objet.
cela ouvre des perspectives énormes. Nous aurons, n'est-ce pas, non seulement un monde, je dirais, d'hommes, de relations d'hommes avec la machine, et nous avons aussi un monde de la machine à la machine. Ça, c'est important. Ça peut poser des questions. Ça dit comment est-ce que nous contrôlons ceci lorsque nous aurons la possibilité, n'est-ce pas, de donner une adresse IP à des objets qui vont interagir, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous contrôlons tout ceci? Bon, les robots, nous les connaissons, mais nous allons vers d'autres choses qui vont vraiment ouvrir des très grandes perspectives. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu et qui doit pouvoir vraiment retenir notre attention. Donc, ce réseau de réseaux que nous avons, cette multitude de données que l'on doit traiter, c'est très important. Et justement, en parlant de traitement et troisième orientation que je vois aussi, c'est cette dispersion du traitement. La dispersion du traitement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenez par exemple comment vos vols ont été organisés. Vous avez certainement tous eu des billets électroniques. Ce n'est pas nécessairement votre agent local qui a traité. Vous avez voyagé avec des e-tickets. Et même le TGV, tout ça, c'est des e-tickets qui sont là. Mais ça veut dire que quelque part, la prise en charge par l'individu ou par des individus commence à être assez relative. Donc les machines font beaucoup de choses. Et ça, c'était très important. Mais l'autre aspect de ça, c'est où est-ce que nous stockons tout cela? Où est-ce que nous archivons toutes ces données? Vous avez en tête comme ça, l'Internet, n'est-ce pas, l'informatique des nuages, hein, le cloud computing, qui est intéressant, mais en même temps qui pose un certain nombre de problèmes sur lesquels il faut revenir, parce que bon, vos données, une fois qu'elles sont stockées, vous ne savez plus les localiser, ou alors vous ne savez même pas où ça se trouve. Ça, c'est très important, quand même, comme nouvelle réalité, et je crois qu'il faut en tenir compte. Donc la diffusion, n'est-ce pas, du traitement, et aussi la conservation des données, c'est quelque chose qui marque cette ère du numérique. Je pense aussi qu'il faut voir comme tendance cette sorte de basculement entre, c'est-à-dire nous connaissions les grands transporteurs, nous connaissions les opérateurs de télécommunications, et c'était très clair pour tout le monde. Aujourd'hui, on voit une sorte de basculement où ce dont on parle le plus aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans le développement des applications, des données, à tel point que, voilà, vous avez les grands, les Google, les Facebook et tout ça, c'est ça qui prend de l'importance. Et ceux-là vont maintenant en bourse. Et que les opérateurs, les télécoms, courent après ceux-là. Ça veut dire que ce ne sont plus tellement les infrastructures qui sont vraiment l'enjeu, c'est davantage les services. Et donc on voit un basculement et on voit un peu une sorte d'intégration, n'est-ce pas, verticale qui arrive. Et ça, c'était très important. Donc, on voit aussi de nouveaux acteurs dans les secteurs. C'est très important. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect, une autre orientation, c'est la permanence de la connectivité. C'est-à-dire, on est permanemment connecté. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Je crois que c'est aux États-Unis que les lois sont en train maintenant d'être prises pour limiter un peu la chose. C'est-à-dire, lorsque vous êtes permanemment connecté, comment fait-on la différence entre votre temps de travail, votre temps de loisir? Et donc, dans certaines entreprises maintenant, on estime que la correspondance que vous recevez au-delà de votre travail ne compte pas du tout. Parce que justement, il y a des problèmes supplémentaires à payer. Mais aussi il y a le problème de qualité de la vie avec les gens qui sont permanemment connectés. Et ce sont autant de choses qui, c'est vrai, cela décuple votre capacité, vos capacités de réseautage et autres, mais en même temps, ça pose des problèmes parce que vous volez, n'est-ce pas, le temps à d'autres choses, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'à votre famille. Et ce sont des problèmes quand même importants. Il y a aussi comme tendance, c'est la régulation du secteur. C'était aussi simple de pouvoir réguler les télécoms. Aujourd'hui, les opérateurs de télécoms n'en sont plus tellement, puisque en même temps, c'est devenu des opérateurs, n'est-ce pas, disons, je dirais presque des données, des producteurs de données, des développeurs,
Mais c'est aussi des gens qui font, on a l'exemple au Kenya, avec le M-Pesa, n'est-ce pas, où le paiement électronique est devenu quelque chose de banalisé, et du coup les opérateurs sont rentrés là-dedans. Et le régulateur aujourd'hui se demande qu'est-ce qu'il faut réguler. Est-ce qu'on régule, n'est-ce pas, les trafics? C'était bien, on connaissait ça, le trafic, les réseaux, mais comment est-ce que vous régulez, n'est-ce pas, le transfert de monnaie, donc il y a d'argent, donc ça pose un problème, n'est-ce pas, de comment nous régulons, n'est-ce pas, le numérique. Bien sûr, l'économie numérique est là pour longtemps. Beaucoup de choses s'y font et on se demande aujourd'hui si on peut s'en passer. Mais cela change les règles, n'est-ce pas? Et ça, il faut en tenir compte. Une autre tendance que nous avons observée depuis 2 ans à peu près, c'est un peu la part que les gouvernants sont en train de prendre dans toute cette économie, dans l'aide numérique, en ce sens que leur intérêt à pouvoir, à la limite, contrôler un secteur qui pour se développer sans vraiment cette sorte de contrôle de l'État ou du gouvernement. Parce qu'après tout, l'Internet était basé sur des réseaux qui, n'est-ce pas, étaient tout à fait ouverts à l'innovation. Et parce qu'on n'a pas bridé cette innovation-là, il y a eu un certain nombre de résultats. Aujourd'hui, un certain nombre de problèmes, vous connaissez, hein, bon, on a parlé de Wikileaks, mais il y a encore pire aujourd'hui, c'est toute cette cybercriminalité, n'est-ce pas, qui fait perdre beaucoup d'argent. Je vois même dans les pays africains, on connaissait le Nigeria, par exemple, pour être la plateforme au niveau international presque de cette sorte de cybercriminalité. Mais vous allez même dans tous les pays environnants, donc le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, c'est des pays maintenant qui sont des relais très très importants et qui ne savent même pas qu'ils sont des relais, n'est-ce pas? Bon, de temps en temps, ils sont blacklistés, et c'est là où ils se posent des questions. On dit, ben oui, il y a des gens qui commettent des crimes à partir de vos pays. Et on voit aujourd'hui la police dans ce pays-là qui commence à s'intéresser à la cybercriminalité, à mettre en place, n'est-ce pas, les réponses appropriées. Et donc, des cercles sont en train d'être mis en place petit à petit dans ces différents pays pour contrecarrer cette cybercriminalité. Se dit qu'il y a assez de raisons aujourd'hui pour voir que l'État doit pouvoir contrôler ce secteur. La grande question aujourd'hui, et ça se pose au niveau international dans les débats que nous avons sur la gouvernance de l'Internet, où on se dit, bon, ben, est-ce que le cœur de l'Internet, les racines, au-delà, doivent éternellement demeurer dans un endroit du monde, par exemple aux États-Unis, et que les autres, s'ils sont chanceux, ils ont des copies, et que d'autres qui n'en ont pas. Et qu'est-ce que l'on fait de ces données-là? Donc ça pose vraiment des problèmes. Ce n'est plus seulement de la diplomatie entre les pays, mais c'est des négociations sur le numérique, c'est pas qui va contrôler le numérique. Au niveau de la gouvernance de l'Internet, au niveau mondial, on a pensé un moment que l'on pouvait, bon, répartir un peu les rôles, mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, non, les États-Unis ne veulent pas du tout céder, et donc, comment est-ce que, au niveau mondial, on gère cela, étant entendu que des pays sont en train de faire des recherches, menacent, n'est-ce pas, d'avoir leur Internet, donc de scinder l'Internet, de développer leurs propres protocoles. On pense un peu à la Chine. Ce sont autant de dangers que nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir apparaître. Alors, ces tendances-là, elles sont lourdes, elles transforment notre environnement, notre façon de faire. Et je me suis dit que, bon, peut-être qu'il faut en même temps voir, puisque nous sommes ici dans le cadre quand même d'une conférence, enfin, d'un préparatoire sur le Rio 20, donc développement durable, ça peut être intéressant de voir comment ces tendances-là peuvent être à la limite utilisées pour qu'elles deviennent aussi une sorte d'outils ou de plateformes pour servir la promotion du développement durable. Donc ça peut être intéressant de réfléchir ici sur le numérique et le développement durable. En termes d'apport, en termes d'enjeux, mais aussi en termes de, je dirais, en fait, de ce caractère des choses où on a toujours il y a le bon côté, mais aussi il y a toujours le mauvais côté des choses. Comment est-ce que nous arrivons à conseiller les décideurs sur ces aspects-là? Donc, numérique et développement durable, je me dis, ça peut être intéressant d'y réfléchir.
c'est intéressant aussi de voir qu'il y a au niveau international un certain nombre d'initiatives qui sont prises. L'UIT je sais, l'UNICEF, je crois, ont mis en place l'index du développement du numérique, n'est-ce pas, où chaque pays aujourd'hui juge à partir d'un certain nombre de critères pour voir à quel niveau ils ont adopté cette technologie-là. Et la question, c'est maintenant de lier cet indice-là, IDI, au développement durable. Et voir comment, à l'instar de certains pays, je crois comme le Bhoutan et autres, là, où on ne parle pas de l'index du développement basé sur la croissance économique et autres, et eux, ils parlent de l'index du bonheur. Eux, ils parlent de bonheur, de bonheur. Alors, quels sont les critères derrière tout ça? Je crois que c'est des choses que l'on peut vraiment envisager. Alors, je me suis dit qu'il y a peut-être un certain nombre de paramètres dont il faut tenir compte lorsque nous parlons du numérique et du développement durable. C'est qu'aujourd'hui, il y a toujours le problème de l'accès. J'ai parlé de 2 milliards de personnes qui sont connectées aujourd'hui. Nous en avons encore 5 milliards à connecter. Comment est-ce que nous les connectons? Comment est-ce que nous engageons pour que l'Internet, n'est-ce pas, ou l'accès vienne donc avec des coûts abordables pour ces personnes-là? Je crois que c'est des choses qu'il faut voir. Il y a aussi tout ce côté des infrastructures que nous avons aujourd'hui et des possibilités que nous avons, la géolocalisation, et donc qui permettent aussi de lutter peut-être durablement face à un certain nombre de risques climatiques que l'on a. Et c'est assez intéressant de voir l'expérience des pays de l'Asie du Sud-Est, qui ont utilisé souvent cette technologie-là pour la prévision, n'est-ce pas, des catastrophes naturelles et autres là, pour la gestion aussi des crises. Et on se rend compte aujourd'hui, effectivement, que la gestion des crises, c'est pas nécessairement les satellites que l'on utilise. Vous avez peut-être Haïti en tête. Et ce qu'on a essayé de faire très rapidement, c'est de voir si on peut passer par les SMS. Et ça a été une découverte pour beaucoup. C'est-à-dire que le simple SMS, n'est-ce pas, peut n'est-ce pas, sauver des vies. Alors comment est-ce qu'on fait pour amplifier cet état des choses? Je crois qu'il faut que l'on y pense. En Rio 1992 et juste après, nous avons développé le concept de télécentre. Des télécentres dans les villages, un peu partout. Ça peut être intéressant, 20 ans après, d'imaginer qu'est-ce que l'on a d'autre, qu'est-ce qu'on peut, en se basant sur les capacités que nous avons, qu'est-ce qu'on peut avoir comme mécanismes nouveaux, n'est-ce pas, des plateformes nouvelles, pour non seulement promouvoir cette sorte de sociabilisation des gens, mais aussi la participation des gens, n'est-ce pas, au développement durable. Parce qu'il y a un côté participatif, bon, je sais pas, il y a les réseaux sociaux, je ne suis pas rentré dans les détails, mais qui offrent certainement beaucoup de possibilités dans ces acteurs-là. Bon, donc, ce que je pourrais dire, c'est que le numérique, en fait, c'est vrai, envahit tout. Nous parlons de e-santé, aujourd'hui nous parlons de e-agriculture, nous mettons le i partout, c'est bien. E-environnement, je crois qu'il faut arriver à définir derrière tout ceci ce que nous mettons. Et pour finir, je vais finir là-dessus, c'est quand même pas que l'on a la possibilité décupler, de faire des choses. Il peut être intéressant de voir au niveau de la coopération internationale, comment tout ceci peut s'enclencher. Et quand je dis coopération, c'est dans les deux sens, hein, nord-sud, mais sud-nord et sud-sud. Ce qui se fait déjà d'une façon ou d'une autre, mais nous n'avons pas, ce pas des données qui ont été vraiment stockées. Par exemple, les gens du Kenya ont été surpris de voir que dans certains États des États-Unis, là, on a l'MPSA qu'eux ils ont mis en place a été copié aux États-Unis, aménagé aux États-Unis, donc curieusement, quelque chose qui a été pensé au Kenya, qui est récupéré, n'est-ce pas, aux États-Unis, c'est assez intéressant ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'innovation est partout, et il conviendrait de voir quelle forme de coopération on peut bâtir autour de tout ça pour que cette innovation serve à tout le monde. C'est des idées que j'ai pensé qu'il fallait jeter. Et bon, j'imagine aussi que nous aurons des séances
questions-réponses pour approfondir tout ceci. Et c'était peut-être en guise d'introduction à la présentation de Pierre sur ce que fait la francophonie dans ce secteur. Merci.